We both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working class. Be honest. I am being Be honest. I am being What car did honest. your dad drive you to school in? So my dad did. No, one answer. My dad. What car was it? It's not a simple answer What because car did you get your dad to drive it you to depends. school in? No. Okay, What in the car? 80s, What? my dad had a Rolls Royce. Thank you. Quand Victoria Beckham essaye de nous vendre son image de working class, eh bien, elle ne nous ment pas. Elle construit une image de femme qui s'est faite toute seule. Mais David Beckham, en la fact-checkant sur sa Rolls-Royce, fait un move marketing énorme. Et même le move marketing le plus rentable de toute la décennie. Pourquoi? Parce qu'en 2026, la perfection est une dette. Et l'autodérision, un actif puissant. Bienvenue dans l'étude de cas des Beckham. Et franchement, c'est l'étude de cas la plus glamour que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, on va pas parler de foot, on va pas parler de Fashion Week, mais on va parler d'un système. Et on va parler de la construction d'un monolithe identitaire. Ou comment survit-on à 30 ans de tabloïd, de scandale, le branding le plus puissant même, je crois, de cette fin du XXe siècle. Et comment, grâce à un branding surpuissant, on survit à 30 ans de tabloïd, de scandales de Nepo Baby, de dérives. Donc, comme d'habitude, installez-vous, prenez un thé, un café, du jus, du champagne, tout ce que vous voulez. Installez-vous bien. On y va, c'est parti. En 1997, David Beckham et Victoria ne tombent pas seulement amoureux. Ils fusionnent deux portefeuilles actifs. David, il apporte le capital de proximité. C'est le gamin de Londres. Il vend la méritocratie. Sa marque, c'est jouer au foot sur le terrain avec ses amis, très proches de la population. Et Victoria Beckham, elle, apporte le capital culturel. Les Spice Girls ne vendaient pas de la musique, elles vendaient du lifestyle et de l'image. Le couple Victoria et David Beckham, faut vraiment se rendre compte à l'époque, c'était l'un des couples les plus improbables et le plus glamour de tous. Enfin, je veux dire, un joueur de foot qui est tout le temps dans la boue et une pop star qui s'appelait d'ailleurs Posh, qui montrait bien donc du coup qu'elle venait de l'aristocratie britannique avec un fils de prolétaire. C'était juste une superbe histoire d'amour, un très bon conte de fées. Et puis Victoria est arrivée dans le monde de Beckham. Et là, elle a tout transformé. Elle lui a dit, écoute, on arrête les shorts moches, les shorts larges, les coupes un peu bizarres. Elle a transformé David. On est passé du joueur de foot qui était dans la boue à une superstar. En brisant cette frontière entre le stade et le podium, ils ont créé justement cette ère où les sportifs deviennent des mannequins. Et pas n'importe quel mannequin. Ils ne vendent plus des rasoirs ou des briquets ou je ne sais quoi d'autre. Non, on vend du luxe, du glamour, du rêve. Et on peut dire aujourd'hui, David a ouvert les portes à tous ces footballeurs qui aujourd'hui sont des égéries de marques de luxe. Les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, tous peuvent dire merci à David et Victoria d'avoir ouvert cette porte-là. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus long. Pendant que David Beckham était devenu une égérie de luxe, Victoria, elle, a transformé les tribunes en Fashion Week. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle débarquait, du coup, dans les tribunes, c'était le moment où tous les photographes se tournaient vers elle pour voir quelle tenue elle avait mis, quelle coupe elle avait fait, quel rouge à lèvres elle avait mis. Bref, c'était le show sur le terrain, dans les tribunes et dans les magazines. Un couple superstar. Le branding de couple n'est pas une addition, c'est un élément phare. Victoria et David ont dominé deux niches opposées pour finalement joindre leurs forces et ne faire qu'un. Et c'est ce qu'on appelle du coup un crossover. C'est l'un des premiers couples à avoir créé ce crossover entre le sport, la mode, le glamour et les paillettes. Tout va bien, les Beckham sont heureux, les enfants, les médias les adorent. Et là, tatra, 2004.
Une affaire sort dans les tabloïds. David aurait trompé Victoria avec une certaine Rebecca. Et là, tout le branding du coup entre ce couple de superstars qui s'aiment, ce conte de fées moderne, eh bien ça s'effondre. Les médias, les tabloïds sont derrière eux et ne leur laissent aucune possibilité de respirer, tout simplement. C'est hyper violent. Cette affaire de tromperie aurait pu détruire leur marque complètement, parce qu'il faut se rendre compte à l'époque. David, superstar, très beau, qui a cette image de père de famille, de mari dévoué, trompe sa femme, pardon. Non, ce n'est pas du tout passé auprès du public. Et ça, c'était juste impossible. Et souvent, dans ce cas-là, ce que font les stars, du coup, ce sont des interviews. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Lorsqu'on attrapait une personne en train de tromper son conjoint, souvent cette personne allait devant la télévision et du coup disait désolé, qu'il était vraiment désolé d'avoir blessé sa famille, qu'il était un bon père, un fils parfait ou imparfait, qui ne recommencerait plus, bref, le blabla habituel. Sauf que là, la stratégie des Beckham a été tout autre. Pas d'interview confession. Leur choix, le silence. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle le quiet branding. Ils n'ont jamais nourri les tabloïds, ils n'ont jamais nourri ces rumeurs-là. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont saturé l'espace avec des visuels. Et pas n'importe quel visuel, avec des visuels d'une famille unie, soudée, aimante, souriante. Bref, plutôt que de parler, faisons parler les images. Et en faisant ça, en ne donnant aucune valeur à toutes ces rumeurs, eh bien, le public s'est lassé, tout simplement. Lorsqu'on ne nourrit pas le feu s'éteint. Et c'est ce qu'il faut faire. Et ils ont eu une stratégie parfaite dessus. Et ils ont pu transformer, via ces images de couples unis avec leurs enfants, eh bien, cette image de couple uni face aux tornades médiatiques. Et montrer une preuve de résilience peu commune, qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, et qui finalement a fonctionné auprès du public. Et donc du coup, l'Empire Beckham a continué. Lorsque David a arrêté sa carrière de foot, eh bien, il s'est transformé en père. Du coup, on avait beaucoup d'images de lui, donc son branding, c'était après la carrière de foot, je suis un très très bon papa. Donc on l'a vu avec ses enfants, notamment sa fille. Donc c'était plutôt le Daddy Girls. Victoria, quant à elle... ça va être un peu subjectif, mais Victoria a su retourner. Et vraiment, elle a tout retourné. Après sa carrière de pop star chez les Spice Girls terminée, elle a eu une carrière solo où elle a fait un ou quelques singles, je crois, qui ont plutôt bien marché, mais surtout, elle a réussi à tourner la page de son moment de chanteuse dans le girls band le plus puissant et le plus connu du monde, à devenir une égérie, un modèle, une maison de couture. Elle a sorti donc sa collection Victoria Beckham qui, je dois dire, cartonne. J'adore. En tout cas, personnellement, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa collection. Ça lui ressemble. C'est juste incroyable. Et en plus de ça, Victoria Beckham a réussi le tour de passe de créer cette vague qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de WAG. Oui, c'était la première WAGs du football. C'est-à-dire que devenir femme de footballeur, c'était pas juste... comment dire Ce n'était pas juste laver les shorts, les chaussettes et les t-shirts de son compagnon. Non. C'était aussi avoir sa propre personnalité. Quand je vous disais tout à l'heure que Victoria faisait le show dans les tribunes, elle faisait aussi bien le show dans les tribunes que à l'extérieur des tribunes. Elle nous a sorti plusieurs coupes, plusieurs tendances, c'est-à-dire les tailles basses, ça va être ce superbe carré blond qu'elle avait, incroyable. Bref, être une WAGs, c'était non pas être juste femme d'eux, mais être modèle, une égérie en dehors et avoir sa propre personnalité. Donc les Beckham arrivent à construire toute cette famille-là autour de leurs enfants. Donc, du coup, on les voit vieillir ensemble, le public les adore aussi leurs enfants. Mais 2026 arrive et là,
la bombe arrive, la bombe Brooklyn Beckham. Finalement, l'Empire a un maillon faible et ce maillon faible se trouve au sein même de l'Empire. Parlons un peu de leur fils Brooklyn Beckham. Eh bien, Brooklyn Beckham, on va dire que c'est vraiment l'étude de cas parfaite du Nepo Baby perdu. Il y a vraiment une confusion des marques. À un moment, il est photographe, puis footballeur, puis cuisinier. C'est un peu confus tout ça. On ne sait pas du tout où placer Brooklyn Beckham. Et du coup, malgré lui, il incarne auprès du public ce Nepo Baby sans talent. Alors, quand du coup éclate le scandale début d'année 2026, avec ce post Instagram où il charge ses parents, notamment sa mère, ses frères et sœurs, eh bien, ça ne passe pas. Et là, on s'attaque à un vrai paradoxe de la communication. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une image confuse auprès du public, Brooklyn Beckham et sa femme demandent le respect de leur vie privée tout en continuant à poster leur vie privée sur les réseaux sociaux. Nous avons un problème du coup de communication de la marque Brooklyn Beckham. Au début, pendant les 24 à 48 premières heures de son post Instagram, eh bien, beaucoup de commentaires, dont notamment le commentaire de Rebecca Loons, qui était du coup supposément la maîtresse de David Beckham, qui a encouragé Brooklyn. Et ça n'a pas marché. Tout simplement parce que déjà, on voit la maîtresse supposée de ton père qui commente. Donc ça donne une très très mauvaise image au public. Et en plus de ça, c'est un peu confus. Tu peux pas demander un respect de ta vie privée tout en monétisant ta vie privée. Et derrière, le public a l'impression, avec cette image de Nepo Baby, du coup sans talent, eh bien qu'il mord juste la main qui la nourrit, tout simplement. Et 72 heures après, eh bien le contre-coup est là, le public se retourne contre lui, et assez violemment, je trouve. Et ce qu'a oublié Brooklyn, c'est que du coup, lui qui n'a pas construit du coup son personal branding, un branding fort, ne peut pas s'opposer au branding de la famille Beckham, tout simplement. Il a perdu en crédibilité. Ça, c'était plus possible. Les gens ont commencé à ressortir toutes ces tentatives pour chercher du travail, que ce soit cuisinier ou photographe, footballeur. Et du coup derrière, ce qui a été le coup de massue surtout, c'était tous les mêmes avec Victoria Beckham en train de danser pendant leur mariage. Et fait complètement drôle, Victoria Beckham, eh bien, sa chanson est devenue numéro 1 virale dans les charts. Elle est bien devenue numéro 1. Vraiment, vous êtes dans un scandale et votre chanson devient numéro 1. Voilà, c'était juste pour vous montrer un tout petit peu 1% de la puissance de branding des Beckham. Ce branding puissant, inébranlable des Beckham, contraste totalement avec le branding de Brooklyn Beckham. Comparé au tâtonnement de Brooklyn qui se cherche, qui ne travaille pas vraiment, quand on compare après à David et Victoria qui ont dû travailler, s'imposer dans une industrie qui ne les respectait pas au début, et cravacher David qui vient de ce côté vraiment prolétaire et qui est devenu footballeur millionnaire grâce à son talent en travaillant dur sur les terrains, et Victoria qui était passée de pop star à maison de mode hyper reconnue tout en travaillant, parce qu'il ne faut pas oublier que Victoria, je rajoute entre parenthèses, pour s'imposer dans le monde de la mode, c'était très compliqué. Et quand on sait comment est le monde de la mode, s'imposer dedans, ça impose le respect. Donc voilà, avoir deux parents travailleurs comparés avec cette image d'enfant, de fils qui finalement ne travaille pas vraiment, c'était mort d'avance pour Brooklyn Beckham. Son image à lui contrastait trop avec l'image de travailleur de ses parents. Et en plus de ça, quand on rajoute que ses parents ont sorti à communiquer en le soutenant publiquement, en ne prenant pas justement le parti d'être dans le règlement de compte, là du coup ils imposent la loyauté familiale, c'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait que leur fils fasse des commentaires sur Instagram, fasse des posts, ils disent toujours qu'ils font partie, quoi qu'il arrive, de la famille Beckham et de la marque Beckham. En humanisant du coup ce moment-là, ils sortent vainqueurs. On transforme un échec, un bad buzz qui n'a pas été, qui est le plus gros bad buzz qu'ils ont eu depuis des années, à un moment
de branding, c'est-à-dire qu'on parle des marques de Victoria Beckham, on parle de la marque de David aussi. Et du coup, derrière, ce moment-là se transforme en victoire. Et tout cela pendant 30 ans, David et Victoria ont utilisé un storytelling. Mais pas n'importe quel storytelling, le storytelling émotionnel. Pour durer aussi longtemps dans l'industrie, ils ont utilisé 3 leviers. Et ce sont ces 3 leviers que je vous enseigne dans The Upgrade Room. Le premier, la cicatrice contre l'après. Dans le documentaire Netflix, Victoria partage ses traumas 20 ans plus tard. Elle nous montre donc la cicatrice par l'après. Il ne faut pas être vulnérable en direct. Il faut l'être rétrospectivement. Vraiment laisser passer plusieurs années. Revenez dessus pour imposer votre storytelling et asseoir votre autorité. Le 2, c'est la valeur refuge. Victoria et David nous ont toujours vendu ce couple pérenne. Dans toute l'instabilité de toutes ces pop stars qui divorcent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui ont des enfants, pas des enfants, eux, ils nous offrent cette stabilité. Et ce qu'ils vendent du coup, c'est la pérennité. Et le point numéro 3, la revanche. On a tous ce sentiment de revanche. Ce sentiment de revanche, on s'identifie quand on voit David, qui vient d'un milieu prolétaire, qui s'est battu pour arriver jusqu'en équipe d'Angleterre, qui a joué au Real de Madrid, qui a gagné des compétitions. Et Victoria, qui était l'outsider méprisé, parce que pop star, et qui a su s'imposer dans l'industrie du luxe. Et là, c'est la légitimité gagnée grâce à la persévérance. Les Beckham n'ont pas hérité de ce storytelling, ils l'ont construit, pas à pas, dans la douleur, dans l'apprentissage perpétuel. La question pour toi qui regarde cette vidéo n'est pas de savoir si tu as le même budget que les Beckham, mais de savoir si tu as la même discipline que le couple Beckham. Est-ce que tu vas subir ton image comme Brooklyn Beckham ou plutôt la piloter, devenir le maître de ton image comme Victoria. Si tu es prêt à construire une marque qui survit aux crises, j'ai ouvert les portes de The Upgrade Room. On va prendre ton parcours et en faire ton plus gros avantage concurrentiel. Le lien est en description, n'hésitez pas. Et vraiment, en conclusion, ce que je peux dire de tout ça, c'est arrête. Arrête d'être une option. Arrête de subir ta vie. Prends les rênes de ta marque et construis ton empire. On se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker et partager la vidéo et me dire en commentaire ce que vous pensez du branding des Beckham, si vous aussi vous trouvez de l'inspiration dedans, ou si vous avez envie de parler un peu de gossip, mais surtout de branding et storytelling, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt.